Nouvelle révélation concernant les pratiques dégradantes infligées aux prisonniers en Irak par l'armée américaine. Donald Rumsfeld parle de documents vidéo et d'autres photos accablantes. Le CICR affirme que ces sévices sont systématiques. Sous une pluie battante, un vrai ciel de 11 novembre, les cérémonies marquant la victoire du 8 mai 45, Jacques Chirac à l'Arc de Triomphe devant la tombe du soldat inconnu. 4 mois après le naufrage du Bucalet-Braise, cette marche pour la vérité en soutien aux familles des victimes qui réclament que lumière soit faite, l'enquête semble au point mort. Le monde médical en deuil, Alexandre Minkowski, fondateur de la néonatalité, connu du monde entier pour ses travaux, est mort à l'âge de 88 ans, une personnalité hors du commun, un homme rebelle, engagé, hommage unanime à celui qui a écrit Le Mandarin aux pieds nus. Le concours Lépine et ses géos trouvent tout, des astuces aux trouvailles en passant par des inventions, plusieurs centaines de candidats qui espèrent arracher une récompense. Madame, Monsieur, bonsoir. L'Amérique secouée par le scandale des sévices infligés aux soldats irakiens, avec chaque jour son lot de révélations. Le secrétaire américain à la Défense, devant le Congrès, a fait état de l'existence de films vidéo et de nouvelles photos encore plus accablantes. Le Pentagone était informé de ces pratiques indignes depuis plusieurs mois, pratiques généralisées dans les prisons américaines en Irak. C'est ce qu'affirme le Comité international de la Croix-Rouge. Les humiliations et mauvais traitements y sont systématiques. Le point, Jérôme Bonny. C'est ce que l'on appelle un matraquage médiatique. Tous les journaux américains titrent sur le scandale des tortures infligées aux prisonniers irakiens. Le magazine britannique The Economist va jusqu'à demander la démission de Donald Rumsfeld, le secrétaire à la Défense, qui a souffert hier face à des parlementaires américains. Depuis que cet orage a éclaté, c'est une question qui me taraude. Si je considère que je suis inefficace, je démissionne dans la minute. Mais je ne démissionnerai pas sous prétexte que certains en font un enjeu politique. Pourtant, Rumsfeld reconnaît que le pire reste à venir. La chaîne CBS n'a pas fini de présenter ces images qui horrifient l'Amérique. Elle montre les tortures infligées aux détenus de la prison d'Abu Ghraib, près de Bagdad. Wayne Lawson est l'oncle de l'un des tortionnaires présumés, Ivan Frederick, qui lui avait montré d'autres photos. Des bergers allemands lancés contre des prisonniers irakiens, du sang partout. Des photos de prisonniers irakiens battus avec des gourdins, du sang partout. Il y a les photos mais aussi les témoignages. Par exemple, celui de Sabrina Harman dans le Washington Post. Cette jeune femme, une autre tortionnaire présumée, qui pose sur cette photo. Elle explique que le travail de la police militaire est de préparer les détenus irakiens pour les interrogatoires, de faire de leur vie un enfer. À Bagdad, la Croix-Rouge sort de sa réserve. Son représentant affirme que ces mauvais traitements ne sont pas des cas isolés, mais qu'ils sont le quotidien des détenus de cette prison d'Abu Ghraib où étaient torturées autrefois les victimes de Saddam Hussein. Sur le terrain maintenant, à Bassora, au sud du pays, les troupes britanniques ont repoussé plusieurs attaques des miliciens du leader radical Moqtada Sadr. Des centaines d'hommes armés de fusils d'assaut contrôlent désormais le nord de la cité. 9 soldats de Sa Majesté ont été blessés à Bassora, mais aussi à Amara, à 150 km de là. Après ces attaques contre des convois de la coalition, la situation semble ce soir s'être stabilisée. Sous un ciel d'hiver et une pluie battante, les cérémonies du 8 mai 45 à l'Arc de Triomphe. Avant les grandes commémorations du 60e anniversaire du débarquement, Jacques Chirac a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. Émilie Lançon. Rarement les Champs-Élysées ont offert un tel spectacle un 8 mai. Stoïque, sous la pluie, sans chapeau ni parapluie, protocole oblige, Jacques Chirac est venu rendre hommage aux soldats morts lors de la Seconde Guerre mondiale. Après la revue des troupes, le président de la République a déposé une gerbe sur la tombe du soldat inconnu. La tradition est respectée, mais l'exercice inhabituellement éprouvant, car décidément, le ciel n'est pas clément avec Jean-Pierre Raffarin, qui semble l'implorer. Quant à Michel Alliot-Marie, même la coiffure est au garde à vous. Salutations aux anciens combattants, et quand enfin un parapluie se présente pour ne pas tacher le livre d'or, rien n'y fait. La politique inflige parfois des épreuves insoupçonnées. À la fin de la matinée, c'est l'ensemble du gouvernement qui est trempé, mais Nicolas Sarkozy, comme les autres,
a appris à garder le sourire en toutes circonstances. Michel Alliot-Marie s'est ensuite rendue dans le Cher sur une base aérienne militaire où elle est montée à bord d'un AWACS. Cet appareil de surveillance ultra perfectionné est un des fleurons de la détection de l'armée française. La ministre de la Défense a pris place pendant 2 heures à bord de cet AWACS avec une opération de simulation de repérage d'un avion non identifié. Une semaine après la profanation du cimetière d'Herlisheim, se déroulait ce matin une marche à laquelle s'était jointe la population et les élus locaux pour marquer leur refus de l'intolérance et le soutien à la communauté juive. Christine Boss, Virgile Liado. Émotion et recueillement. Rarement commémoration du 8 mai avait attiré autant de monde à Herlisheim. Aujourd'hui, 400 habitants se sont joints aux anciens combattants pour dénoncer l'abomination de ces 127 tombes profanées. Nous, on trouve que c'est important d'être là aujourd'hui. C'est pour la jeunesse de ce pays, les enfants comprennent ce qui s'est passé. Il fallait être là, il faut manifester, il faut être là, c'est tout simple. Ça sert à quelque chose d'être là dans la rue aujourd'hui? Oui. En silence, en famille, ils ont traversé le village jusqu'au cimetière. Une marche de protestation digne pour refuser l'extrémisme et l'antisémitisme. L'immense majorité des habitants de notre village, des Alsaciens, des Français, refusent ces slogans antisémites. Je me fais ici l'interprète de tous mes concitoyens que j'ai rencontrés et qui m'ont signifié leur émotion profonde et leur indignation. Pour sceller ce refus, les habitants ont improvisé une chaîne humaine et se sont rendus main dans la main jusqu'au cimetière de la honte. J'étais gamine, j'avais le rage pendant la guerre et je me souviens quand même de beaucoup de choses. Puis chacun s'est recueilli à sa façon. Autre acte antisémite, le placement d'un engin incendiaire artisanal dans un sac plastique déposé dans le jardin d'une synagogue du Val d'Oise à Villiers-le-Bel. Cette tentative d'attentat a été déjouée la nuit dernière. Dominique de Villepin, une nouvelle fois, condamne avec une absolue fermeté ces actes intolérables contre la mémoire et contre la sécurité des personnes, tout particulièrement ceux qui sont dirigés contre les lieux de culte. Près de 4 mois après le naufrage du Bucalet-Braise, la patience des familles des victimes est à bout. L'enquête semble au point mort. 1 millier de personnes ont manifesté dans les rues de Quimper. Une marche pour la vérité. Fanny Auvergne, Romuald Bonan. Pas de slogan, une seule question. Qui a tué les 5 marins du Bucalet-Braise? 4 mois que les familles des marins pêcheurs disparus en mer le 15 janvier dernier veulent savoir pourquoi le chalutier a coulé. Mon frère est au fond de l'eau. Comment voulez-vous faire votre deuil? C'est pas possible. Vraiment pas possible. Toute la vérité n'a pas été dite. Ça c'est clair, ça, dès le début. La vérité. À Quimper, 1 millier de personnes est venu soutenir les familles. Elles sont désormais persuadées que c'est un sous-marin militaire néerlandais en opération dans la zone qui a percuté le chalutier breton. C'est le sous-marin qui a coulé le Bucalet-Braise. Ils ont menti. Et voilà. Et une demi-heure après, quand il est arrivé, il y avait un hélico au-dessus et le sous-marin était à côté, juste sur la pause. Alors qu'on se fout pas de la gueule du monde quand même, merde. Qu'on dise aux marins la vérité, par pudeur au moins qu'on dise la vérité. Les enquêteurs travaillent sur 2 pistes. Un cargo a éperonné le chalutier ou bien un sous-marin de l'OTAN l'a percuté. Ce bâtiment néerlandais, ici à l'image, était en effet en exercice à 10 km de là. Le renflouement du chalutier a été promis aux familles. Le renflouement se fera, quel qu'en soit le prix. Les juges d'instruction ont fait partir une commission rogatoire pour que soient entendus tous les commandants des bâtiments de guerre qui se trouvaient sur zone au moment du naufrage. La remontée du bateau est prévue fin juin, trop tard pour les familles. Les preuves, selon elles, pourraient s'effacer d'ici là, au fond de l'océan. Et puis à Marseille, une vedette avec 11 personnes à bord a chaviré et coulé en fin de journée. Un passager se trouve dans un état critique et des moyens très importants ont été déployés pour cette opération de sauvetage. La mer était très forte et le vent violent.
L'opposition aux OGM fait l'objet aujourd'hui d'une journée d'action organisée par la Confédération paysanne et d'autres associations militantes. C'est d'ici la fin du mois que le gouvernement doit ou non autoriser de nouveaux essais en plein champ. Une douzaine de régions se sont mobilisées, comme ici près d'Aix. Les maires sont invités à interdire par arrêté les essais d'OGM. Le débat bat son plein. On attend la décision européenne de lever ou non le moratoire en place depuis 1999 sur la commercialisation du maïs transgénique. Plusieurs régions comme celle de Bourgogne, Rhône-Alpes et Poitou-Charentes prônent l'interdiction des OGM. De nombreuses associations se mobilisent pour interpeller les élus locaux. Philippe Péan, Philippe Ritten. Un geste symbolique à l'ancienne sur cette parcelle de terre, une parcelle vouée dans quelques jours à des essais de culture transgénique. Je fais un acte citoyen, je sème du maïs qui n'aura aucune répercussion sur l'environnement. Ce matin, un collectif d'une dizaine d'associations anti-OGM a investi ce champ. L'enjeu, convaincre élus et habitants des dangers de contamination de ce type de culture. On a obtenu il y a quelques mois une victoire essentielle qui est la validation d'un arrêté municipal d'interdiction des OGM en plein champ par un tribunal administratif sur le fond et sur la forme. Une première juridique qui pourrait inspirer les maires concernés, mais certains restent frileux, pris entre deux feux. La quasi-totalité des arrêtés municipaux ont abouti à des annulations. De par ma position de consommateur, mes convictions se rapprochent de celles qui ont été développées tout à l'heure par les anti-OGM. Et de mon point de vue de maire, je me sens prisonnier d'une législation et je ne peux prendre un arrêté qui sera cassé par le contrôle de légalité. Le nouveau conseil régional a donc réagi et vient d'adopter une délibération anti-OGM. Je pense qu'il faut que le maire prenne un arrêté sur la base de la délibération que j'ai fait prendre par le conseil régional et on verra ce que dira le tribunal administratif. Mais d'ici la fin du mois, la Commission européenne pourrait autoriser la mise sur le marché de maïs transgénique destiné à l'alimentation humaine. La chute des prix et les invendus suscitent l'inquiétude et la colère des producteurs de légumes. Devant la préfecture du Finistère à Quimper, 300 d'entre eux ont manifesté la nuit dernière, réclamant une nouvelle fois l'aide des pouvoirs publics. Ils ont allumé un feu devant le bâtiment. S'en sont suivis quelques affrontements avec les forces de l'ordre. Les manifestants ont été dispersés par des pompes à eau et des gaz lacrymogènes. Ces manifestations ont lieu depuis le début de la semaine en Bretagne, qui est la première région productrice de chou-fleur. Politique avec le grand rendez-vous de l'UMP demain à Aubervilliers, un conseil national autour des listes des candidats aux européennes qui seront officiellement présentés. L'occasion également d'ouvrir l'UMP à différents courants, une démarche qui avait été rejetée jusqu'alors. À la tribune se relayeront les ténors, à commencer par Nicolas Sarkozy, dont l'appétit pour prendre le moment venu la tête de la formation chiracienne n'est un secret pour personne. Aujourd'hui, ces lieutenants travaillent à tisser leur réseau. Michael Darmon, Virginie Travers. Bercy en vedette. Le bateau des douaniers transporte sur la Seine Nicolas Sarkozy vers l'Assemblée nationale. Ce jour-là, il est notamment accompagné de Pierre Méhaignerie, président de la Commission des Finances, mais aussi chef de file des centristes à l'UMP. Car entre deux dossiers, Nicolas Sarkozy serait en train de préparer l'abordage du parti présidentiel. Pour l'instant, je suis à l'assaut de rien du tout. Si c'était des problèmes qui nous assaillent. Discuter avec des amis, ce n'est pas un délit. Nous autres, le sentiment qu'il y a une manœuvre organisée. 2 heures plus tôt, dans le bureau du ministre des Finances, la réunion est discrète entre les chefs des composantes à l'UMP. Les centristes et les hommes d'Alain Madelin et les sarkozystes se coordonnent pour la suite des événements, c'est-à-dire la pré-Juppé. Les acteurs principaux n'en disent pas plus, ils laissent les entourages s'organiser. C'est par exemple le travail de Frédéric Lefebvre. Sanofi. Et on aura l'acier. Donc ça il s'occupe des questions d'actualité à l'Assemblée. La régulation, par contre, on va la voir. Il gère également le réseau Sarkozy. D'ailleurs, les parlementaires connaissent l'adresse. Ils peuvent venir me voir s'ils ont un message à faire passer à Nicolas Sarkozy. Tout sous Sarkozy, c'est une imbécilité qui a été à un moment inventée, mais je crois que, y compris leurs auteurs maintenant, se battent pour dire qu'ils ne sont pas les auteurs. Ça, c'est ce que je vais... Un autre fidèle prépare le terrain à l'UMP. Brice Hortefeux, député européen, n'a pas d'état d'âme. J'essaie de l'aider, de le seconder pour un objectif important. Aux côtés de Louis Giscard d'Estaing, il est à la tête d'une fédération a priori acquise à Nicolas Sarkozy, sauf qu'aujourd'hui les militants UMP votent. Je suis
Moi, je continue à lui faire confiance, personnellement. Mais les sarkozystes disent qu'ils ont des alliés dans tous les courants qui seront créés demain à l'UMP. On retiendra ce sondage sur les intentions de vote aux européennes. À un peu plus d'un mois du scrutin, les listes du Parti socialiste obtiendraient 26% des suffrages, soit un recul de 2 points par rapport au mois dernier. L'UMP totaliserait 20%, score identique au sondage d'avril. En troisième position, le Front National avec 13% des intentions de vote, l'UDF 10%, les Verts 8%, 5% Mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Quant aux autres formations, Parti communiste, Lutte ouvrière, LCR, Chasse, Pêche, Nature et Tradition, 4% des suffrages. Enfin, toujours selon ce sondage IFOP pour le journal du dimanche, 2% pour les listes du RPF de Charles Pasqua. À Paris, au cirque d'hiver, le Parti communiste en ordre de marche pour les élections européennes présentait officiellement ses listes approuvées par les militants lors du Conseil national du PC. Le monde médical est en deuil. Le professeur Alexandre Minkowski, célèbre pédiatre réputé pour ses travaux sur les nouveau-nés, est décédé à l'âge de 88 ans. Fondateur de la néonatologie, il avait écrit de nombreux ouvrages, dont Le Mandarin aux pieds nus. Une personnalité hors du commun, un homme rebelle, un homme engagé. Jacques Chirac rend hommage à cet immense professeur, l'une des consciences du XXe siècle. Yann Jiquel. Miko, comme l'appelaient ses amis, était le père de la médecine néonatale, la médecine du fœtus et du prématuré. Pendant près de 30 ans, il est le grand patron du centre de biologie néonatale de l'hôpital Cochin à Paris. Dans les années 60, il introduit alors cette discipline totalement inconnue contre l'avis des mandarins, la néonatologie. Juif pas très catholique comme il aimait se définir lui-même, le professeur Minkowski était un révolté, brillant, impertinent. Il faut croire les gens qui sont un peu en avance, que même si le milieu professionnel ne les accueille pas bien parce qu'ils dérangent, parce qu'ils emmerdent, parce qu'ils marchent sur les pieds des autres, quelquefois ils ont raison. Quelquefois ils ont raison parce qu'ils apportent une technique nouvelle, une façon nouvelle de penser, et qui nous oblige à remettre les choses un peu autrement. Résistant de la première heure, toute sa vie sera engagement et combat. Il ira sur les zones de guerre soulager la souffrance des enfants cambodgiens, libanais ou bengalis. En 92, il se présente comme tête de liste au régional à côté de Brice Lalonde, sous la bannière de Génération Écologie. Homme de gauche mondialiste, proche de Bernard Kouchner et de Michel Rocard, c'était un rebelle. C'était un grand homme qui a donné sa vie aux enfants du monde. Ceci nous amène à ces 2 rapports qui mettent en cause le manque dans les maternités de matériel et de personnel. Rapport soulignant au passage la fréquence particulièrement élevée et préoccupante de la grande prématurité. Aujourd'hui, 7% des bébés sont prématurés et plus d'1,5% naissent bien avant terme. Reportage à Lille, Frédéric Vian, Patrick Wurstorm. Nous sommes dans le service de réanimation néonatale de l'hôpital Jeanne de Flandre à Lille. Dans cette pièce plongée dans la pénombre, sont accueillis les grands prématurés. Des enfants qui n'ont parfois passé qu'un peu plus de 5 mois dans le ventre de leur mère. Dans ce service, les 25 lits sont occupés en moyenne à 90%, car les prématurés comme ceux-ci sont de plus en plus nombreux, des enfants qui pour la plupart n'auraient pas pu être sauvés il y a seulement une quinzaine d'années. Ce sont des enfants pour lesquels obstétriciens et pédiatres arrivent à la conclusion que la probabilité pour qu'ils meurent est plus grande dans le ventre de leur mère que si on les extrait et que si on les prend en charge dans un service comme celui-ci. Donc c'est une nouvelle forme de prématurité. C'est une prématurité nouvelle et inattendue et qui nous met face à des difficultés auxquelles nous devons essayer de répondre année après année. D'un côté donc on sauve des vies, mais de l'autre les services comme celui-ci sont de plus en plus sollicités et ils doivent faire face à cette demande croissante. À Lille, la réanéonate fonctionne en flux tendu, mais elle fonctionne. Tout n'est hélas pas aussi simple partout. Les problèmes qui se posent, c'est essentiellement dans le Valenciennois, dans la région de Lens et le long de la côte. Donc il y a des centres qui sont sous effectif chronique médical. Il n'y a pas assez non plus d'obstétriciens et du coup ces centres ne peuvent pas faire leur travail qui est celui de centres de niveau 2 ou de niveau 3. Et encore les centres de niveau 3, c'est-à-dire les plus perfectionnés, n'existent pas dans tous les hôpitaux. Certains grands centres parisiens même en sont dépourvus. L'Île-de-France est d'ailleurs l'une des régions les plus mal loties dans l'accueil des grands prématurés.
Traque sur Internet à la recherche de celui qui a créé et inoculé le virus Sasser qui a bloqué la semaine dernière des millions d'ordinateurs dans le monde. Un incroyable scénario. C'est Microsoft qui a contribué à l'arrestation du saboteur, un adolescent de 18 ans arrêté par la police allemande. Le jeune homme est passé aux aveux. Il a été laissé en liberté. Peggy Leroy, Catherine Just. Le porte-parole de la police n'en revient pas encore. Le créateur de Sasser, arrêté hier près de Hanovre, n'a que 18 ans. D'après ce qu'il nous a dit, il a été le premier étonné des dégâts créés par son virus. Environ 1 million d'ordinateurs ont été touchés en une semaine. Sasser, probablement une des plus grandes contaminations de l'histoire d'Internet. En une semaine, il a réussi à mettre en panne plusieurs grands réseaux, dont ceux de la Poste allemande, de la banque d'affaires américaine Goldman Sachs ou encore de l'agence France-Presse. Une fois encore, le pirate est très jeune, tout comme Kevin Mitnick, un temps recherché par le FBI et qui, à 18 ans, avait réussi à s'attaquer à plusieurs grandes administrations américaines. En 1998, un Français âgé de 16 ans avait même réussi à pénétrer les secrets de l'US Air Force. À cet âge, pirater, c'est un moyen de défier la société. La majorité du temps, c'est simplement parce que quand on est jeune, on a un esprit de rébellion et qu'on a à sa disposition certains outils qu'on peut utiliser n'importe comment, qu'on va faire n'importe quoi. Pour beaucoup de grandes entreprises, il devient urgent de se protéger contre ces petits génies de l'informatique. Le créateur de Sasser, lui, est accusé de sabotage. Il risque jusqu'à 5 ans de prison. C'est en début de semaine que les autorités du Comité olympique international vont une nouvelle fois aborder la question de la sécurité des Jeux olympiques d'Athènes. Les bombes qui ont explosé en milieu de semaine sans faire de victimes ont relancé des inquiétudes qui ne s'étaient jamais vraiment dissipées. Loïc Delamornay, Marie-Pierre Cassignard. Le port du Pirée et ses hôtels flottants. C'est en effet dans des paquebots que seront logés des dizaines de milliers d'officiels et de journalistes durant les JO. Un site à haut risque, les Grecs devaient y installer des sonars capables de repérer d'éventuels commandos de plongeurs hostiles. Mais pour des raisons d'économie, le projet a été abandonné. Les rues de la capitale ont vu fleurir plus de 1000 caméras de surveillance, mais à moins de 100 jours des JO, le dispositif n'est pas encore opérationnel. Les autorités grecques annoncent pourtant mériter la médaille d'or en matière de sécurité. Ils ont dépensé 650 millions d'euros, 3 fois plus qu'à Sydney, pour surveiller ces premiers Jeux d'été de l'après 11 septembre. Si quelque chose se passe, et on ne peut pas donner de 100% de garantie nulle part dans le monde. Si quelque chose se passe, ça sera une responsabilité internationale et une responsabilité collective, pas seulement une responsabilité grecque. De fait, le maître mot est coopération. Et régulièrement, les Athéniens sont rassurés par de grands exercices qui réunissent la Grèce et plusieurs pays alliés. Oh oui, ne vous inquiétez pas pour la sécurité. Ils seront prêts. Je me demande même s'ils n'en font pas un peu trop. Depuis le début, Athènes affirme qu'elle protégera ses JO toute seule. Mais aujourd'hui, plusieurs pays occidentaux, comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, annoncent qu'ils enverront sans doute leurs propres policiers pour veiller sur leurs athlètes. Aujourd'hui, du bout des lèvres, les autorités grecques reconnaissent que cette hypothèse est en discussion. Football, le PSG recevait Rennes tout à l'heure au Parc des Princes et a remporté la victoire grâce à un but de DU sur un coup franc de Fiorez, 1-0 donc pour le PSG qui à 3 jours de la fin du championnat est désormais à égalité avec Lyon avec 70 points, soit 2 points d'avance sur Monaco. L'AS Saint-Étienne sur les traces de son glorieux passé. Le club remonte en Ligue 1 la saison prochaine. L'AS Saint-Étienne, 10 fois champion de France, avait trébuché en 2001 et reprend une place digne de son histoire. Nathanaël Dorinxon, Nicolas Jay, Zindine Berkous. À Saint-Étienne, le football est presque une religion. Place de l'église, les gamins offrent un aperçu de leur talent. L'écharpe des Verts bien accrochée autour du cou, ils connaissent l'histoire du club par cœur. C'est une fierté de la ville. À Saint-Étienne, ça a toujours existé, le football et tout. Ça fait 60 ans, 70 ans, je crois que le club existe. Et voilà, c'est une légende à Saint-Étienne. Hier soir à Niort, Frédéric Mendy a écrit une nouvelle page de cette légende. Ce but permet à Saint-Étienne de retrouver la première ligue et l'élite du football. Une récompense pour le club le plus populaire de France. À chaque rencontre des Verts, les supporters se pressent des 4 coins de la France. Pour le boulot, j'habite à Tours.
Donc là, on a fait le déplacement exprès avec le Bambino. Là, c'est la première fois qu'il va venir au match. Nostalgiques des années 70, ils sont nombreux à revenir en pèlerinage dans le chaudron de Geoffroy Guichard, prendre leur bain de jouvence. Le football français a besoin de Saint-Etienne, mais tout le monde le dit, tous les entraîneurs, tous les supporters, des vrais supporters qui connaissent le football. En 1976, la France entière suit l'épopée des Verts en Coupe d'Europe. Depuis, Saint-Etienne occupe une place à part dans le cœur des Français. J'ai pris moi-même mon billet à crédit. Et qu'est-ce que ça vous a coûté? Eh bien, ça me coûte 110 francs par mois pendant 8 mois. 28 ans après, on parle encore des poteaux carrés et de cette finale face à Munich. Malgré la défaite, Herbin, Larquet, Rocheteau et tous les Verts défilent sur les Champs-Élysées. Aujourd'hui, les Stéphanois ne courent plus après leur glorieux passé, ils cherchent juste à se construire un avenir avec de nouveaux Verts. Le concours Lépine et ses Géo trouvent tout, des astuces aux trouvailles en passant par des inventions, plusieurs centaines de candidats qui espèrent arracher une récompense dans ce gigantesque bric-à-brac. Nicolas Châteauneuf et Barbanis. Le principe du cinéma existe depuis plus de 100 ans, mais encore fallait-il y penser pour fabriquer des lampes. Pour découvrir ce type d'invention, il faut aller à la foire de Paris, derrière les vendeurs de coupe légumes. Bienvenue au concours Lépine. Ici, près de 500 inventions de 11 pays différents sont présentées au public. Des WC lavabo au système de fermeture de boîtes de conserve déjà ouvertes, le catalogue couvre tous les domaines ou presque. Bon, il y a des gadgets, il y a des génies quand même. Didier Clément est inventeur depuis 12 ans, c'est un des habitués du concours Lépine. Cette fois, il vient avec deux projets, la pochette anti-vol et le flacordéon, un flacon extensible qui protège son contenu de l'air. Toujours des petits trucs qui me trottent dans la tête forcément, et des inventions que je concrétise, il y en a peut-être 2-3 par an que je concrétise, moi que je concrétise manuellement, parce que moi c'est mon métier, j'aime bien bidouiller et tout, donc je fais les prototypes. De la plus simple à la plus complexe, au concours Lépine, chaque invention a sa chance. Cette année, le Grand Prix a été remporté par ce fauteuil roulant électrique qui a une particularité, il se transforme en valise en 3 mouvements. On bénéficie de l'avantage d'un cadre rigide, donc d'un fauteuil extrêmement confortable et facile à utiliser, mais également de la facilité de pliage d'un petit fauteuil électrique, ce qui permet de pouvoir le transporter très facilement dans une petite voiture, de prendre l'avion, de le ranger dans un placard, dans un appartement, une fois replié. Et à voir les travées noires de monde cet après-midi, le grand rendez-vous des inventeurs fait toujours recette. De quoi rendre fier Monsieur Lépine. Dans la vallée de Chamonix, l'hélicoptère qui a sans doute sauvé le plus de vies au monde fait ses adieux. Ils sont nombreux, les admirateurs et les nostalgiques, à rendre hommage à cet appareil entré dans la légende du secours en montagne. Didier Guyot, Thierry Simonet. C'est l'histoire d'un hélicoptère, l'Alouette 3, qui a révolutionné les secours en montagne et qui, 32 ans plus tard, tire sa révérence. C'est un peu une légende dans la vallée de Chamonix, pas une oreille qui ne reconnaisse pas son bourdonnement familier. Et grâce à cet hélicoptère plein d'agilité, un ami fidèle, diront certains, 16 000 vies humaines ont été sauvées. Les secouristes vous le diront, c'est une bulle de sécurité dans le milieu où on va travailler. Et à chaque fois, chaque intervention, c'est toujours des moments très humains, puisqu'on porte secours à d'autres personnes. Et de voir que cette machine participe à cette élaboration, fatalement, elle prend une autre dimension. Je vous écris ces quelques lignes pour tenter de vous remercier. Vous remercier de cet amour que vous portez à l'autre en engageant votre vie pour essayer de sauver la sienne. Des lettres de remerciement, les secouristes en reçoivent des dizaines chaque année, des mots pleins d'émotion pour rendre hommage à des hommes et à un hélicoptère. Merci à mon ange gardien dont le nom m'est inconnu et à tous ceux qui ont contribué à mon sauvetage directement. Si Hervé Tuaz est encore là aujourd'hui, c'est parce que l'Alouette 3 lui a sauvé la vie. Il était 4h10 du matin, le voici sous une avalanche, une longue attente, puis c'est la délivrance par les airs. C'est vrai, quand on voit arriver l'hélico, c'est à peine jour. C'est savoir que tous ces amis du secours viennent nous chercher, mais c'est un côté fantastique et il faut vraiment le vivre pour savoir ce que c'est à ce moment-là. Lundi prochain, l'Alouette Bravo Lima quittera définitivement la vallée, un déchirement pour tous les amoureux de la montagne. Et pour lui succéder, un hélicoptère plus puissant, plus moderne. S'il est un endroit où le vélo passionne les foules, c'est bien dans le nord du Paris-Roubaix ou des 4 jours de Dunkerque, une région qui a inspiré Xavier Lambourg, photographe, auteur d'un livre intitulé Vélo la vie. Reportage Jean-Jacques Dufour, Jean-Louis Melin. Suis ta voix et perds pas le nord,
pareil. Le Nord, un pays où tout se passerait à vélo, c'est un peu exagéré, mais c'est comme ça que Xavier Lambourg a voulu le photographier. Je me suis servi du vélo pour photographier le Nord. Au lieu de faire une photo d'un très bel endroit qui serait un travail sur le Nord, j'attends simplement que les vélos passent dans la photo. Et c'est ce qui va donner la ponctuation pour le travail où il y a toujours un vélo qui passe dans le paysage. Vous attendez les coureurs? Ouais. Oui. Ah ouais. 4 jours, ouais. Il fait froid cette année. C'est pas chaud, hein. Pas chaud, ils auront pas chaud. Sur la route des Grands Braquets, là où passent les coureurs, Xavier est à la fête, le casting est d'enfer. J'agis en photographe comme si je faisais un casting pour un film. Ce qui m'intéresse quand je vais au cinéma, c'est de voir des gueules. Si on voit des gens qui transparents, ça m'intéresse pas. Et c'est vrai qu'un mec qui a une gueule, bah c'est formidable. L'ensemble de ce travail photographique, rassemblé par Xavier Lambourg et Jacques Bonafé dans Vélo la vie, illustre la passion de tous les cyclistes, professionnels ou amateurs. Étant donné que je connais pas le monde du vélo, j'ai photographié des gens qui m'attiraient. Et il y a des pros qui m'ont attiré, qui sont très connus, mais je ne connaissais pas leur tête, donc je les ai photographiés simplement parce qu'ils me plaisaient, et pareil pour les amateurs. C'est une passion le vélo? Ouais, c'est une passion. Ouais. Il paraît que c'est dur. Ouais, surtout de ce temps-là, ils vont bien galérer à mon avis avec le vent, et s'il pleut, ça risque d'être dur quand même. L'effort, la souffrance, on les perçoit dans les photos d'après-course. La souffrance, elle a été traitée par des douches au Paris-Roubaix, avec tous les visages effarés, qui sont absents, parce que comme je me souviens, quand je leur parlais, les tifs, ils étaient là, ils posaient, puis ils étaient ailleurs. Avec ou sans pince à vélo, pédaler, c'est dur. Je crois que le vent, c'est pire que les côtes. Ah là là! Vous savez, quand il y a un camarade, il souffle à 120 ici. Hein. Parce que les côtes, soit qu'on sait monter, soit qu'on sait pas monter. Hein. Bien pire que les côtes, et comme Jacques Brel l'a chanté, il y a le vent du Nord. Le Nord, un pays où les vélos roulent autant sur le pavé que dans les têtes. Culture avec une statue attribuée à Michel-Ange représentant le Christ et pour la première fois exposée à Florence en Italie. Cette sculpture en bois de tilleul est petite, elle ne mesure pas plus de 41 cm mais elle est magnifique. Elle appartient à un collectionneur privé, sera visible jusqu'au 4 septembre prochain au musée Horn. Une œuvre qui montre donc le corps de Jésus crucifié, la tête penchée de côté, mais la croix a disparu. Cette œuvre aurait été réalisée vers 1495. À quelques jours du début du Festival de Cannes, les intermittents ont bloqué le départ par la route des copies de films destinés au festival. Ils ont bloqué le centre de Garges-les-Gonesse d'où devaient partir les camions la nuit dernière. Une occupation de quelques heures. Les copies des films font maintenant route vers la Croisette. Un vent nouveau souffle sur le monde de la chanson pour enfants. De plus en plus d'artistes proposent une offre variée de qualité et tous les mercredis dans les kiosques à musique parisiens, les enfants peuvent aller à leur rencontre. Sophie Jouve, Régis Maté. Pourquoi les cochons sont roses, les ours blancs, les souris grises, je vais les repeindre en noir. Il aime les mots qui gazouillent, il les croque, il les mâchouille. On peut tout changer, tout rebarbouiller, badigeonner le monde entier, tout peinturlurer. Des ballades qui mêlent salsa, jazz et blues. Pour Alain Schneider, sorte d'Alain Souchon pour enfants, tout est prétexte à chanson. Je me censure pas, je prends un dictionnaire de A à Z, je peux tout utiliser pour les enfants. J'imagine qu'il y a beaucoup plus de censure, il y aurait beaucoup plus de censure si j'écrivais pour les grands, parce qu'il faut être dans des canevas bien précis. Alors pour les enfants, je peux parler de tout. Ça bouge dans le petit monde de la chanson pour enfants. Près de 2% des ventes de disques en France. Aux côtés d'Henri Dess et Anne Sylvestre, les grands anciens, plein de petits nouveaux, ni gnangnan, ni donneurs de leçons. Et pour se faire connaître, ils vont à la rencontre de leur public. Des bouts de choux qui ont du goût et qui alimentent le bouche à oreille. Chaque mercredi de mai, juin et septembre, c'est dans les kiosques à musique des jardins parisiens que les enfants vont pouvoir retrouver leurs chanteurs favoris. Paul est musicien,
Bruno est instituteur, c'est dire s'ils connaissent les désirs des petits. Là, on a été en fait un peu les premiers à intégrer de la salsa pour les enfants, du reggae pour les enfants, des choses comme ça, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui... Maintenant, les enfants, on les respecte musicalement, on leur donne toutes les musiques, on essaye. Des chaperons rouges, des rires jaunes et des marées noires. Ces chansons rafraîchissantes s'adressent à des enfants de plus en plus jeunes. Au-delà de 7 ans, les Britney Spears et autres Laurie monopoliseront les rêves de nos chers petits. Deuxième Coupe d'Europe de kitesurf junior ce week-end à Saint-Pierre-la-Mer dans l'Aude. Des jeunes de 10 à 18 ans qui rivalisent avec les grands, peut-être de futurs champions, en tout cas d'authentiques casse-cou. Véronique Gaglione, Pascal Pense. Par jour de grand vent, il faut savoir la lâcher au bon moment. Le père de Gisela est toujours derrière elle dans toutes les compétitions. Elle n'a que 10 ans, à peine 30 kilos quand elle est mouillée, mais des rafales à plus de 60 km/h ne lui font pas peur. Elle m'a vu naviguer, elle m'a demandé si elle peut faire. Je lui ai dit, moi, si tu veux faire. Et elle était forte, elle était douée? Elle a monté beaucoup son niveau. Elle est très meilleure que moi. Ce que je ressens, c'est j'essaie plein de trucs et j'ai encore plus envie d'apprendre. Je vais carrément me faire arracher. Pour cette deuxième Coupe d'Europe de kitesurf junior, ils sont 46, dont seulement 6 filles. Entre 10 et 18 ans, parfois seulement quelques mois de pratique, tous sont des passionnés. Quand on monte en l'air, quoi, ça fait remonter le cœur, c'est marrant, quoi. Là, vous avez les pros de demain et ils font les mêmes figures que les pros internationaux adultes. Hein. Et quels avantages ils ont justement sur des adultes certains? Ils apprennent beaucoup plus vite et ils n'ont pas peur. Naviguer, quel que soit son âge, quel que soit le temps ou presque, c'est savoir adapter son aile entre 6 et 20 mètres carrés de voilure pour maîtriser un vent capricieux. Il est fort, ensuite il baisse, il remonte, c'est dur à gérer. Comment vous faites justement? Ben, on joue avec les muscles, hein. Une telle compétition peut révéler de nouveaux petits champions. Elle leur sert surtout à trouver des sponsors. À 1 500 € la grande voile, il faut bien qu'ils financent leur passion. Ainsi se termine ce journal. Je vous remercie de votre attention. Tout de suite, la météo de Nathalie Riouet. 20h55, une nouvelle émission de Michel Drucker. Nous nous sommes tant aimés. Demain matin, dans Thé au Café, Catherine Sellac recevra le cinéaste Marin Karmitz. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente soirée sur France 2. On se quitte sur ces images de la championne d'Europe de natation synchronisée solo, la Française Virginie Dedieu, qui a aujourd'hui remporté la finale à Madrid. Votre soirée sur France 2. Michel Drucker ouvre l'album souvenir de Romy, Jean-Yann, Gilbert Bécaud et Bruno Carrette. Thierry Ardisson reçoit Sarah Marshall et Alexandre Anthony, Ornella Mouty, BHL, Lenny Kravitz, Romain Goupil, Elisa Tovati, Philippe Vandel.